définition, la lithiasie urinaire, c'est une maladie qui est caractérisée par la formation de calculs dans les voies urinaires. La lithiase, donc l'origine du mot, vous allez sûrement poser la question d'où vient le mot calcul. Calcul, c'est de la mathématique. Donc ça vient d'un mot grec, lithos, qui est pierre, qui est utilisé dans les commerces pour calculer les marchandises. Donc le mot calcul, donc l'incidence est en nette augmentation, et ceci est dû aux modifications des conditions de l'hygiène de vie. Également, la prise en charge, les explorations et la prise en charge a évolué. Autrefois, le seul traitement était la chirurgie, mais actuellement, la chirurgie ne représente que à peu près 1 à 2%, bon, théoriquement, 1 à 2% des indications thérapeutiques. Et surtout, par l'avènement de la lithotripsie extracorporelle, la LEC, et l'amélioration de l'endourologie. Une chose très importante qu'il faut savoir, c'est que les récidives sont fréquentes. Elles sont de l'ordre de 50% à 10 ans si on ne traite pas la maladie. Donc, je redis que c'est une maladie. La lithiasie urinaire, c'est une maladie qui est caractérisée par la formation de calculs. Et la prévention est basée essentiellement sur la diurèse. Donc, il faut avoir une bonne diurèse, donc des boissons abondantes, et les règles hygiéno-diététiques. Comme on vient de le dire, l'incidence de la maladie lithiasique est en augmentation et à peu près 10% de la population générale sera concernée par la lithiase urinaire durant la vie. Et si vous allez faire des gardes d'urgence, vous allez voir au moins chaque soir 1 à 2 malades qui consultent pour des coliques néphrétiques. 1 à 2% des urgences sont des coliques néphrétiques. C'est une maladie qui concerne les pays développés, mais aussi certains pays qui sont en voie de développement. Donc, le deuxième point, le premier point, c'est la fréquence. Le deuxième point, c'est qu'elle touche l'homme jeune, l'adulte jeune, elle touche 2 hommes pour une femme. Les récidives sont fréquentes et les consultations aux urgences, donc vous allez voir 1 à 2% des urgences qui sont des coliques néphrétiques. Deuxièmement, les facteurs de risque. Il y a des facteurs individuels et ces facteurs individuels, on peut les diviser en 2 sous-groupes, les facteurs non modifiables et les facteurs modifiables, les facteurs liés au mode de vie. Donc, c'est là qu'on peut jouer dans le volet prévention des récidives. Les facteurs non modifiables sont les antécédents familiaux. Il n'y a pas d'hérédité, mais il y a des familles qui font des calculs. L'origine ethnique, certaines origines, l'âge, donc comme on vient de le dire, l'adulte jeune, et l'homme est plus touché, donc l'odds ratio est 2 hommes pour une femme. Les facteurs de vie modifiables, donc presque toujours il y a des erreurs dans l'alimentation. La déshydratation, donc le manque de boisson, et ces 3 ou 4 éléments qui sont le surpoids, l'obésité, le diabète et l'hypertension, on peut les résumer dans un seul syndrome qui s'appelle le syndrome métabolique. Donc, à côté des facteurs individuels, il y a des facteurs environnementaux, l'activité professionnelle, donc les gens qui travaillent dans des milieux chauds, certaines régions géographiques, et là on est concerné en Tunisie, dans la rive sud de la Méditerranée, où le climat est sec et la température est élevée. D'autres facteurs de risque qui sont les infections urinaires, les anomalies du pH urinaire, certaines anomalies anatomiques, telles que des malformations anatomiques, telles que l'anomalie de la jonction, le mégaurtère, le reflux. Certains médicaments, là, essentiellement, on veut retenir des médicaments qui peuvent se calcifier dans les voies urinaires, par exemple les antirétroviraux dans le traitement du sida, et l'exemple type c'est l'indinavir. L'hyperparathyroïdie qui est caractérisée par des lithiases bilatérales, des lithiases d'organismes, non pas d'organes.
d'organismes qui sont des calculs bilatéraux de petite taille et récidivantes. Donc, il faut faire un bilan parathyroïdien devant des calculs de petite taille récidivantes. Il y a des sujets à haut risque de former, de former des calculs. Par exemple, de former et de récidiver les calculs, surtout si cette maladie survient chez les jeunes, en cas d'antécédents familiaux, en cas de lithiase d'infection, de lithiase à base d'acide urique, enfin, de lithiase sur rein unique. Il y a certaines maladies héréditaires qui sont caractérisées par la formation de calculs. Bon, il y en a beaucoup, mais vous retenez essentiellement la cystinurie, qui est une anomalie métabolique de la cystine. Certaines maladies qui sont associées à la formation de calculs, telles que l'hyperparathyroïdie, la néphrocalcinose, qui est caractérisée par la formation de calcification au sein du parenchyme rénal. Certaines maladies inflammatoires chroniques, telles que la maladie de Crohn et donc l'IMICI, la maladie de Crohn et d'une façon générale les maladies inflammatoires chroniques. Et surtout, les malades qui ont une chirurgie de l'obésité, une chirurgie bariatrique par des dérivations digestives ou par résection digestive. Et la sarcoïdose, certains médicaments, donc, comme on vient de le dire, comme l'indinavir, des anomalies anatomiques telles que l'anomalie de la jonction, les diverticules caliciels, les sténoses au niveau de l'urtère, le reflux, le rein en fer à cheval. Donc, quels sont les types de calculs? Donc, déjà, presque 75% des calculs sont à base, sont des calculs calciques. Et les calculs oxalocalciques représentent 76% des calculs calciques. Et on distingue les calculs monohydratés, qui sont des calculs noirâtres, lisses, qui sont oxalodépendants et qui sont durs, donc qui ne se fragmentent pas facilement par la lithotripsie extracorporelle. Les calculs dihydratés, donc là, vous voyez au centre, c'est un calcul qui est noirâtre, mais à la périphérie, c'est un calcul jaunâtre qui est dihydraté, qui est friable. Les phosphates de calcium, qui sont des calculs blanchâtres, les struvites sont, dans la plupart des cas, des calculs coralliformes, donc le mot coralliforme parce qu'ils ont la forme de corail. En anglais, on dit staghorn. Staghorn, c'est les cornes de gazelle, qui sont, dans la plupart des cas, des calculs d'infection. Les calculs à base d'acide urique sont des calculs radiotransparents de couleur jaunâtre, récidivants et qui surviennent généralement chez les adultes donc, qui ont un syndrome métabolique. Donc, c'est l'obésité, l'HTA, le diabète ou le prédiabète. D'autres formes héréditaires telles que la cystinurie ou les formes médicamenteuses. Donc, les étapes de la lithogenèse, comment ça se fait? La première étape, c'est la sursaturation des urines. Cette sursaturation, elle est due soit à une augmentation d'excrétion urinaire de calcium ou d'oxalate, ou à une diurèse insuffisante. La première étape, c'est la nucléation, c'est la formation, la formation de cristaux, puis la croissance de ces cristaux, et qui vont former une agrégation, un agglomérat cristallin, et qui peut, bon, heureusement, dans la plupart des cas, ces calculs passent inaperçus, mais dans certains cas, ils peuvent se bloquer. Il y a des éléments qui sont des promoteurs, donc qui accélèrent cette réaction, cette cascade de réactions chimiques, telles que le calcium, l'acide urique, le pH urinaire, et des éléments qui inhibent cette lithogenèse, essentiellement l'acide citrique et le pH urinaire. Donc,
Donc, comme vous voyez là, c'est une coupe microscopique et les calculs, généralement, ils se forment au niveau de la papille. Donc, non pas au niveau des cavités excrétrices, mais au niveau de la partie terminale des canaux collecteurs, au niveau des papilles. Puis, ça va se faire une sorte de rupture de la muqueuse. Ils vont passer dans les cavités. Et en passant dans les cavités, dans la plupart des cas, ils passent inaperçus ou au prix d'une douleur sourde, mais ils peuvent se bloquer. Et ils se bloquent au niveau des zones de sténose physiologique, sténose entre guillemets, donc de rétrécissement physiologique, qui sont, ces zones de sténose sont la jonction pylo-urétérale, donc entre le pylon et l'urtère, le croisement avec les vaisseaux iliaques et la zone pré-myatique. Qu'est-ce que ça va se passer si ces calculs se bloquent? Ils peuvent causer une dilatation des cavités excrétrices et une destruction à bas bruit du rein. Donc, un rein obstrué, il peut supporter l'obstacle jusqu'à 2-3 mois. Au-delà de 3 mois, d'une obstruction complète, c'est la destruction du parenchyme rénal. Bien sûr, à urine stérile. Si les urines s'infectent, la destruction peut se faire très rapidement. Ces calculs, donc, ils peuvent également augmenter de taille et devenir complexes. Donc, cette croissance progressive dans les cavités, elle est favorisée par les infections urinaires et elle peut causer une insuffisance rénale. Et là, vous voyez donc le troisième schéma, c'est un calcul coralliforme. Donc, il y a une pièce pylique avec des prolongements caliciels. Elle épouse la forme des cavités. Donc, comme on vient de le dire, la majorité des calculs seront éliminés spontanément. Ils peuvent rester asymptomatiques dans les cavités, comme ils peuvent se bloquer au niveau des voies urinaires, au niveau des restrictions physiologiques, telles que la jonction entre le pylon et l'urtère, la jonction pylo-urétérale, le croisement avec les vaisseaux iliaques ou la jonction urétéro-vésicale. Comme ils peuvent se compliquer, comme ils peuvent devenir symptomatiques, on va revenir sur les symptômes de la lithiase urinaire qui est dominée par la colique néphritique, mais il y a d'autres symptômes tels que les douleurs, l'hématurie, l'infection. Comme ils peuvent détruire à bas bruit le rein, comme ils peuvent être responsables d'infections urinaires qui peut mettre donc infection plus lithiase, là il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'elle peut mettre en jeu le pronostic vital, donc ça va devenir un urosepsis qui est parfois difficilement contrôlable. Comme elle peut détruire le rein, c'est la pyonéphrose, c'est la destruction de tout le rein, ça devient une poche de pus. L'évolution vers l'insuffisance rénale qui est rarement et heureusement que 2 à 3% seulement des insuffisants rénaux chroniques sont dus à une maladie lithiasique. Les signes cliniques, donc le principal signe c'est la douleur et la douleur de la colique néphritique que vous devez savoir, qui est une douleur due à la mise sous tension des cavités excrétrices, sous tension de la capsule rénale, parce que les récepteurs sont au niveau de la capsule rénale, et c'est une douleur qui siège au niveau de la fosse lombaire, donc elle est postérieure. Elle est très intense. Généralement, le début est brutal, rapide et brutal. Et l'évolution part des cris sur un fond douloureux. Donc le malade s'améliore légèrement, mais la douleur persiste. L'irradiation est vers le bas. Donc ça fait un diagnostic différentiel avec les autres douleurs, par exemple la colique néphritique, la colique hépatique qui irradie en arrière, donc vers l'omoplate. La colique néphritique, elle irradie en bas, vers les organes génitaux externes, vers la région inguinale, vers la racine de la cuisse. Il n'y a pas de position antalgique. Et un dernier critère, c'est que cette douleur, elle réagit bien au traitement médical. Donc, dès qu'on administre le traitement médical, donc, que vous devez connaître, dès maintenant,
Le traitement médical, sont les anti-inflammatoires. Pourquoi les anti-inflammatoires avant les antalgiques? Là, on va revenir sur la physiopathe de la colique néphritique, parce qu'à la phase aiguë, la réaction du rein, c'est d'augmenter la filtration. Donc, il va faire une vasodilatation des artères afférentes au niveau des glomérules. Et le médiateur, c'est la prostaglandine E, E2. Donc, on doit utiliser des anti-inflammatoires pour diminuer les taux de prostaglandine, donc et favoriser une sorte de vasoconstriction au niveau des artères afférentes et diminuer par la suite la douleur. À côté de la douleur, il y a des signes d'accompagnement. Il faut faire attention. Il y a ces signes qui ils peuvent prendre le devant du tableau. Ces signes peuvent être des signes urinaires, surtout si la lithiase est bas située au niveau du bas urtère. Par exemple, des brûlures mucosiales, une pollacurie, une hématurie. L'hématurie, généralement, elle précède la crise. Donc, le calcul, il bouge, il va irriter la muqueuse, il va causer une hématurie. Des signes digestifs, un syndrome occlusif ou subocclusif. Donc, le malade, il peut consulter juste pour un ballonnement abdominal et un syndrome subocclusif. Vous savez la différence entre syndrome occlusif et subocclusif. Subocclusif, c'est qu'il cède spontanément. Des faux besoins. Également, le malade, il peut consulter dans un tableau d'agitation. Il est agité, anxieux, khaif. Même après soulagement, le malade ne veut pas rentrer chez lui. Il aura peur que cette crise ne lui revienne. Donc là, les signes fonctionnels sont chargés et il y a un contraste avec l'examen clinique. Lorsque vous mettez le malade sur la table et vous l'examinez, vous allez trouver un abdomen parfaitement souple. Donc, il n'y a pas de défense, il n'y a rien. Un abdomen parfaitement souple et dépressible. Là, c'est la colique néphritique simple. Donc, un malade qui a des signes fonctionnels très, très, très brouillants et des signes physiques, un examen clinique pauvre. Apyrétique, abdomen parfaitement souple et dépressible. Il y a la colique néphritique compliquée. Il faut rechercher 3 signes de gravité. La fièvre, l'anurie, c'est-à-dire l'absence de diurèse sans besoin. Donc, il faut la différencier de la retention. Je me dis, j'ai pas uriné et j'ai pas envie. Donc, ils sont que sa vessie est vide. Et la colique hyperalgique, par définition, c'est une colique qui est récidive aux antalgiques. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien, très bien. Très bien. Et la colique hyperalgique, donc par définition, qui est une crise de colique néphrétique qui résiste aux antalgiques classiques et aux morphiniques. Donc, on a 3 signes de gravité qui sont la fièvre, supérieure à 38,5, 39, l'anurie et les crises qui se répètent et qui sont résistantes au traitement. Donc là, le patient doit être hospitalisé, axe la crise de colique néphritique simple qui pourrait être traitée en ambulatoire. Également, selon le terrain, chez l'insuffisance rénale chronique, le malade transplanté, en cas de grossesse, en cas de rein unique, la présence d'uropathie, là également, il faut hospitaliser le malade et le traiter en milieu hospitalier. Il y a des diagnostics différentiels, donc comme on vient de le dire, allô? Oui, monsieur, on vous entend.
Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Il y avait un problème de connexion. Donc, les diagnostics différentiels donc, qui peuvent erroner le diagnostic. Par exemple, une urgence chirurgicale, une appendicite. Donc, un appendicite, c'est plutôt des douleurs de la fosse iliaque avec sensibilité, voire défense, avec un fébricule. Une cholécystite, c'est des douleurs de l'hypochondre avec une fièvre, une douleur qui s'irradie plutôt en arrière. La pancréatite, donc des douleurs abdominales très intenses, la sigmoïdite. Les urgences gynécologiques, telles que la GU, la salpingite, la torsion d'annexe. D'autres diagnostics plus graves, tels que l'anévrisme de l'aorte, mais c'est l'imagerie qui fait le diagnostic. Des pathologies urologiques, telles que la nécrose papillaire, qui est caractérisée par une hématurie avec des lombalgies qui survient chez le diabétique, et l'infarctus rénal, mais ce sont des diagnostics qui sont rares, des lombalgies, hématurie avec un fébricule, et c'est l'échographie, l'échodoppler ou le scanner qui fait le diagnostic. Donc, à côté de la colique néphrétique, il y a d'autres douleurs, telles que les lombalgies, donc des douleurs lombaires isolées, plus ou moins, donc moins intenses, sans irradiation. Des douleurs plus antérieures de la fosse iliaque, avec des signes d'irritation vésicale qui traduisent généralement que le calcul est à proximité de la vessie et il sera expulsé. D'autres signes, donc à côté de la douleur, il y a l'hématurie. Donc vous savez la définition, c'est la présence de sang dans les urines. Les infections urinaires, donc la cystite ou l'infection urinaire haute, mais actuellement la classification c'est l'infection urinaire simple ou à risque de complications ou compliquées. Donc là, c'est une classification qui est un peu ancienne. L'insuffisance rénale aiguë, donc là, c'est pourquoi qu'il faut rechercher la notion d'anurie chez les malades. Donc, mais généralement, elle survient en cas d'obstacle bilatéral ou sur un unique, rein fonctionnel unique ou anatomique unique. Donc, rein fonctionnel unique, c'est-à-dire le rein contralatéral n'est pas fonctionnel. L'insuffisance rénale chronique, donc comme on vient de le dire, à peu près c'est 2 à 3% des insuffisances rénales chroniques sont dues à la maladie lithiasique. Également, la maladie lithiasique peut être asymptomatique. Le malade ne sent rien, mais à l'occasion d'un examen complémentaire, d'un scanner pour une autre pathologie ou une échographie, on trouve un calcul du rein ou de la vessie. Également, le malade, il peut vous consulter en vous disant qu'il a éliminé un calcul. On les appelle les pendeurs de lithiase. Donc, après les signes fonctionnels, il a les examens complémentaires. Une fois le malade, il a consulté aux urgences pour une colique néphrétique. Donc, le diagnostic de la colique néphrétique est clinique, mais certains examens peuvent être demandés en urgence, par exemple l'NFS, glycémie, la fonction rénale, la bandelette urinaire, et s'il y a une anomalie, on peut compléter par un examen cytobactériologique des urines. Également la cristallurie, la recherche de cristaux dans les urines. Et à distance, il faut faire un bilan, parce que, comme on vient de le dire, que la pathologie lithiasique est une maladie et qu'il faut la bilanter, qu'il faut rechercher l'anomalie où. Donc, mais il faut la faire à distance et non pas en urgence. Et ce bilan, on va le voir. Donc, il doit comporter une analyse du calcul, donc surtout une analyse spectrophotométrique par les infrarouges, qui est essentielle, mais l'analyse chimique, elle n'est plus utilisée. Donc, les examens de première intention,
qui doivent être faites à distance de l'épisode, donc de la colique néphrétique ou du traitement chirurgical ou la LIVA. Donc, il faut faire une créatinine, calcium, calcémie, donc, et l'uricémie. Il faut faire sur les urines de 24 heures, le volume, la densité, la créatinurie, l'urée urinaire, le sodium, le calcium et l'acide urique. Sur les urines du matin, la densité pour voir est-ce que le malade il est en train de boire beaucoup ou non, donc si les urines sont denses. Le pH, surtout pour certains types de calculs, par exemple les calculs à base d'acide urique qui se forment à pH acide, les cristaux, et il faut faire l'examen cytobactériologique des urines. Donc il faut faire ce bilan à distance de l'épisode lithiasique et de tout traitement urologique, et à régime normal, c'est-à-dire à régime et activité, donc à mode de vie normal. Donc il faut le faire à domicile et non pas à l'hôpital. D'autres examens approfondis, donc vous ne devez pas les connaître, mais juste qu'il faut les demander chez certains terrains, par exemple chez les enfants, en cas de lithiase bilatérale qui récidive fréquemment, en cas de présence d'anomalies métaboliques sur le bilan de première intention, et en cas de néphrocalcinose, c'est la présence de calcification intraparenchymateuse et non pas dans les cavités. Les examens complémentaires, donc aux urgences, on peut faire l'AESP. Généralement, on parle de couple ASP plus échographie, l'arbre urinaire sans préparation. Et vous savez les critères de qualité, donc radio, tarfo. L'ASP doit être de face, il doit comporter les deux dernières côtes et la symphyse pubienne et la pénétrance. Donc, on doit voir l'ombre du psoas, donc la graisse, grâce à la graisse périrénale. Et on peut voir, donc, surtout les calculs radio-opaques qui sont calciques, qui représentent à peu près 90% des calculs. Au niveau de l'interprétation, on doit dire que c'est une opacité et non pas un calcul. D'accord? Donc, compte rendu, on ne peut pas prononcer que c'est un calcul, mais plutôt on dit que c'est une opacité de taille, de densité, bon, faiblement radio-opaque ou fortement radio-opaque, qui se projette où sur l'air rénal, sur le trajet de l'urtère, lombaire, iliaque, pelvien, sur l'air vésical. Le deuxième examen, c'est l'échographie. Vous savez, donc là, le premier cliché, c'est une coupe d'un rein normal, donc le cortex, le sinus qui est péricogène. En cas d'une dilatation, donc là, le cortex qui est péricogène, on voit les cavités qui sont noirâtres. Là, les cavités qui sont noirâtres, et hop, il y a une image arciforme comme un arc avec un cône d'ombre postérieur. Donc vous voyez la flèche ou là? Là, on voit l'urtère qui est dilaté et le calcul, la vessie, donc le dernier cliché. Monsieur, donc, pas de curseur. Ah, d'accord. B. Donc, les premiers examens qu'on peut demander aux urgences sont généralement le couple ASP plus échographie, mais qui sont des examens morphologiques, qui ne donnent pas une idée sur la valeur fonctionnelle. Est-ce que le rein fonctionne ou non? Le troisième examen, bon, actuellement, qui est délaissé et remplacé par l'uroscanner, c'est l'urographie intraveineuse, qui consiste en une injection intraveineuse d'un produit de contraste qui sera sécrété dans les cavités et qui dessine les cavités. Mais ces indications actuellement sont très limitées et qui est remplacée par le scanner. Le scanner, donc, c'est l'uroscanner, la tomodensitométrie avec ou sans injection. L'examen clé, c'est l'uroscanner qui permet une étude morphologique et fonctionnelle de l'appareil urinaire. Donc, on va voir la forme et la fonction. Il va nous donner une idée sur le rein, est-ce qu'il est fonctionnel ou non. Il va mesurer la densité du calcul, donc les calculs qui sont chargés en calcium, elles sont denses. Donc,
pour le traitement, ils ne peuvent pas être fragmentés par la lithotripsie extracorporelle, mais le seul inconvénient, c'est l'irradiation. C'est un examen qui est irradiant. Donc là, c'est une dilatation du rein droit avec une lithiase qui est bloquée au niveau de l'urtère lombaire. Donc, une fois le diagnostic est fait, donc on doit traiter le malade. Et les 3 buts du traitement, c'est une maladie lithiasique. Donc, à part éliminer le calcul, il faut traiter la pathologie sous-jacente, que ce soit trouble métabolique ou anomalie anatomique, là, pas métabolique. Trouble métabolique, trouble métabolique, généralement, il donne des lithiases rénales bilatérales et récidivantes, ou des lithiases d'organismes. Par contre, s'il y a une anomalie anatomique, par exemple une anomalie de la jonction ou un rein au fer au cheval, c'est lithiase d'organes. C'est l'organe qui est en train de... il y a une stase urinaire et le calcul qui est en train de se former au niveau du rein ou de l'urtère. Et le troisième volet qui est très important, c'est qu'il faut prévenir les récidives. On va voir les mesures. Donc, qu'est-ce qu'on a comme moyens? Donc, les buts sont 3. Les moyens, on a le traitement médical, le traitement de la colique néphrétique. Le traitement de la colique néphrétique, donc, il est basé sur les anti-inflammatoires en première intention associés aux antalgiques. Les coliques néphrétiques compliquées, donc ils doivent être traités dans un milieu urologique. Ils peuvent nécessiter un drainage. Donc, une fois qu'on a traité la colique néphrétique, on peut associer un traitement à visée expulsive. C'est un traitement qui facilite l'élimination des calculs. C'est pour les calculs de l'urtère de petite taille. Et il faut traiter la maladie sous-jacente, surtout s'il y a une anomalie métabolique. Les traitements urologiques, c'est le drainage par sonde GJ, la lithotripsie extracorporelle, l'urotéroscopie, l'analpécie, la chirurgie. Donc, le traitement de la colique néphrétique simple, le premier traitement, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est le traitement le plus efficace. On peut associer les antalgiques palier 1. Donc, le palier 1, qu'est-ce qu'on a? On a juste le paracétamol injectable. D'accord? En association avec les EANS si la douleur est intense. S'il n'y a pas d'amélioration, on peut associer les morphiniques. On peut faire une titration morphinique. Donc, il faut faire attention aux contre-indications, surtout les insuffisances respiratoires, parce qu'ils peuvent causer une sorte de dépression respiratoire. Bon, les antispasmodiques qui sont fortement utilisés, mais il n'y a pas de recommandation. Généralement, on dit aux malades qu'il doit diminuer les apports hydriques, la restriction hydrique au moment des crises, mais il n'y a pas de preuve scientifique formelle, mais elle est utilisée. Le tamisage des urines, c'est pour récupérer les fragments, pour les adresser pour faire l'analyse spectrophotométrique. Et les traitements à visée expulsive, c'est surtout les calculs de l'urtère de petite taille qui sont basés sur les alpha-bloquants. Les alpha-bloquants qui m'achèvent, donc comme vous venez de voir, on les utilise dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate qui favorise un relâchement des muscles lisses au niveau de la prostate et du trigone. Et également, il y a des récepteurs pour alpha-1 au niveau du bas urtère. Donc, il favorise une sorte de relâchement des urtères. Donc, il diminue les spasmes. Ça, le traitement de la colique néphrétique simple. Le traitement de la colique néphrétique compliquée. Donc, juste un petit rappel, les coliques néphrétiques compliquées sont les coliques hyperalgiques, en cas d'anurie et en cas de fièvre. Fièvre, c'est-à-dire une infection urinaire compliquée. Donc, il faut hospitaliser le malade, il faut démarrer le traitement médical et bon, réanimation plus ou moins, donc des antibiotiques s'il y a une infection urinaire. Et il faut drainer les urines. Comment on draine? Donc là, à gauche, on peut drainer par voie percutanée, c'est-à-dire on fait un drain à travers la peau sous contrôle radiologique.
jusqu'aux cavités. Ça s'appelle la sonde de nephrostomie. Nephrostomie. Donc, elle va relier les cavités rénales jusqu'à la peau. Ou bien, on peut faire une montée de sonde, le cliché au milieu, une montée de sonde urétérale simple, c'est-à-dire qu'on va la fixer, c'est par voie endoscopique, à travers le MIA. Donc, on va contourner l'obstacle lithiasique et drainer les urines momentanées jusqu'au traitement du calcul. Qu'on va la fixer à une sonde urétérale, ou le dernier cliché, une sonde double J, donc un boucle au niveau du rein et un boucle au niveau de la vessie, une sonde qui est autostatique, qu'on peut la laisser donc dans les cavités, elle est autostatique. Donc il y a le traitement médical, par exemple la dissolution des calculs, là vous retenez que la dissolution essentiellement pour les calculs à base d'acide urique, qu'on les voit chez les sujets obèses qui sont bilatérales, récidivantes, qui sont radiotransparentes. Et les calculs à base d'acide urique peuvent, donc on peut les faire dissoudre juste par l'alcalinisation des urines. Donc par une boisson alcaline, que ce soit du sérum bicarbonaté ou le bicarbonate de soude qu'on la dissout dans l'eau, ou bien une eau alcaline. Et en Tunisie, on a la seule eau alcaline qui est plus ou moins efficace, c'est l'eau Garci. Le deuxième traitement médical, donc pour les lithiases d'infection, il faut faire un traitement antibiotique à long cours. Il faut traiter l'hypercalciurie. Donc, on traite l'hypercalciurie par l'hyperdiurèse et si elle persiste, on peut prescrire des diurétiques thiazidiques. Le traitement de l'hyperuricémie, donc il est à base donc à côté du régime pauvre en acide urique, c'est la lopurinol. À côté du traitement médical, il y a le traitement chirurgical ou le traitement urologique. Et le premier traitement, c'est la lithotripsie extracorporelle. Le deuxième traitement, c'est l'endourologie, l'uréteroscopie, la néphrolithotomie ou la combinaison de la néphrolithotomie, donc la chirurgie endoscopique intrarénale combinée, donc la NLPC plus l'uréteroscopie ou la chirurgie. La LEC. Le principe, ce sont des ondes de choc acoustiques, un générateur comme vous le voyez sur le cliché à gauche, donc un générateur, et ces ondes de choc qui sont au fond d'une cuve, et ils seront focalisés au niveau d'un foyer, et ce foyer qui est au niveau du calcul. Ces ondes de choc, c'est un traitement qui se fait généralement en ambulatoire, qui est capable de traiter à peu près 70 à 80%. Donc, vous retenez ces deux chiffres. Il est indiqué dans 70% des calculs et le taux de stone free, le taux de 100 fragments, donc le taux de réussite, également 70%. Et il s'adresse pour les petits calculs. Hein. Au niveau du rein, ce sont les calculs inférieurs à 2 cm. Au niveau de l'urtère, c'est les calculs inférieurs à 1 cm. Les complications sont rares, les douleurs, les coliques néphrétiques après la LEC, l'hématurie, les infections exceptionnellement, donc des lésions, un hématome rénal. Les lésions du parenchyme rénal sont rares. Et il faut respecter donc un certain paramétrage, donc un nombre de coups, nombre de séances. Donc il faut le respecter, il ne faut pas dépasser un certain nombre de coups. Les principales contre-indications, c'est la grossesse, l'infection urinaire non traitée, la présence d'un obstacle d'aval sur les cavités, par exemple la présence d'une anomalie de la jonction ou un méga-urtère, l'anévrisme de l'artère rénale et de l'aorte, bien sûr le trouble de coagulation non contrôlé et l'HTA mal contrôlé. Donc vous retenez essentiellement la grossesse, l'infection et l'obstacle. L'urétéroscopie, donc elle est composée de deux mots, urétéro c'est l'urtère, scopie c'est l'examen endoscopique.
Donc, c'est un examen endoscopique. Il y a un endoscope qui passe dans la vessie, puis dans l'urtère. Et on voit donc, à gauche, devant nous, le calcul, qu'il faut le fragmenter. Il y a deux types d'urtéroscopie. Il y a l'urtéroscopie rigide. Donc, l'urtéroscopie rigide qu'on utilise pour l'urtère, la moitié inférieure de l'urtère, donc l'urtère pelvien et l'urtère, plus ou moins l'urtère iliaque. Et là, on peut fragmenter le calcul. Donc, il nous faut un moyen de fragmentation, soit par l'énergie balistique, une sorte de marteau-piqueur. Le marteau-piqueur qu'on utilise pour casser donc, la chaussée, il est miniaturisé, donc c'est de l'air comprimé. Ou bien par l'utilisation de la lumière, du laser. Donc, et puis, on peut retirer les fragments et mettre en place une double J. Là, c'est pour l'urtéroscopie rigide. Il y a l'urtéroscopie souple, donc une sorte de fibroscope souple qui peut passer jusqu'au niveau du rein et on peut fragmenter là, donc on ne peut utiliser que le laser, on ne peut pas utiliser une autre énergie, donc que le laser pour fragmenter les calculs et l'extraire, comme vous voyez en bas à droite, l'extraire à l'aide d'un panier. Donc là, c'est un matériel qui est coûteux et qui est peu répandu. Les résultats de l'urtéroscopie, là, c'est beaucoup mieux que la LEC. Et on peut résoudre le problème en une seule séance. Mais le seul inconvénient, c'est qu'il faut la faire sous anesthésie. Donc le taux de stone free est de 95% pour les calculs d'urtère et 90% pour les calculs d'urtère. Les complications sont, voire même les incidents sont rares, mais il faut faire attention. Surtout, il faut savoir les deux dernières complications, c'est l'infection urinaire. On travaille dans les cavités et les calculs, même si le SUBU est négatif, les calculs peuvent contenir des germes. Et avec l'irrigation, l'hyperpression, le germe peut passer dans les cavités et peut être responsable d'un sepsis. Et la complication la plus redoutable, sont les lésions de l'urtère. Le troisième traitement endoscopique, après la LEC, l'urtéroscopie, c'est la néphrolithotomie percutanée. Tout simplement, le principe, c'est de ponctionner le rein à travers la peau, de dilater le trajet et mettre en place un néphroscope et également de fragmenter les calculs et l'extraire. Les principales complications, hémorragiques et infectieuses. Et il y a un risque de lésion des organes de voisinage, tels que le côlon, le foie, la plèvre, la rate. Donc, le taux de stone free est de 80-85%. On peut combiner l'urtéroscopie avec la néphrolithotomie percutanée. Ça s'appelle la chirurgie endoscopique combinée du rein, ESIRS, Endoscopic Combined Intrarenal Surgery, pour augmenter le taux de stone free. Le dernier moyen, c'est la chirurgie. 5 minutes restantes. Donc, la chirurgie. Donc, là, à gauche, vous voyez l'incision. Ça s'appelle la lombotomie lombotomie postérolatérale ou la lombotomie verticale. Donc, vous retenez la lombotomie postérolatérale. Une fois on a ouvert, on peut faire soit une pyélotomie, donc on incise le pyélon et on fait l'extraction du calcul, ou bien une incision de l'urtère, ou bien une incision, ça s'appelle l'uréterotomie, ou une incision du rein, c'est la néphrotomie. Elle est morbide, donc il y a une cicatrice. On peut discuter la voie cilioscopique, surtout pour les calculs d'urtère, pour faire l'uréterotomie et certains cas de pyélotomie. Donc, il faut discuter la voie cilioscopique chaque fois que l'indication de la chirurgie à ciel ouvert est posée. Autrefois, c'était le traitement le plus utilisé, mais actuellement, elle est peu utilisée, comme on vient de le voir, grâce au développement de la lithotripsie extracorporelle et de l'amélioration des moyens de l'endo-urologie, l'urtéroscopie, surtout l'urtéroscopie souple et le laser.
Ça, c'est le traitement urologique. Le volet médical, c'est qu'il faut prévenir les récidives. Donc, il faut boire beaucoup. Donc, il faut avoir une diurèse supérieure à 2 litres. Donc, la diurèse normale chez un sujet normal, c'est 1,5 litre. Mais chez le malade lithiasique, il faut avoir à vie une diurèse supérieure à 2 litres. Il faut un régime pauvre en sodium parce que la natriurèse, elle entraîne avec elle la calciurie. Il faut éviter les sucres, absorption rapide. Il faut lutter contre le surpoids. Il faut faire attention, la chirurgie bariatrique est pourvoyeuse d'hyperoxalurie, donc de récidive lithiasique. Donc il faut lutter contre l'obésité par d'autres moyens, le régime et le sport. Donc, comme on vient de le dire, là, donc il faut avoir une bonne diurèse, il faut limiter les apports en calcium, à peu près 1 gramme par jour, limiter les apports en sel, donc il faut surveiller la natriurèse, il faut avoir des apports en protéines animales qui ne dépassent pas 1 gramme kilo jour, une activité physique importante. Les indications, donc tout simplement pour les lithiases, pour le calcul du rein, pour les lithiases inférieures à 2 cm, c'est la LEC, supérieure à 2 cm, c'est la NLPC, plus ou moins l'urotéroscopie souple, et la chirurgie, c'est pour les lithiases complexes. Pour les lithiases inférieures à 2 cm, on a le traitement de première intention, c'est la LEC. En cas d'échec, c'est l'urotéroscopie souple. Les lithiases coralliformes, c'est soit l'association NLPC plus urotéroscopie ou bien la chirurgie pour les calculs de l'urtère, calcul de petite taille, inférieur à 6 mm, traitement médical. Si échec, LEC. Les traitements inférieurs à 10 mm, c'est l'urotéroscopie. Supérieur à 20 mm impacté, c'est la chirurgie, l'urétérotomie, surtout par voie laparoscopique. La surveillance, donc, c'est une maladie. Le malade doit être surveillé à vie. Surveillance clinique, biologique et radiologique. En conclusion, la maladie lithiasique, c'est une pathologie fréquente. Elle pose un problème de santé publique, surtout parce que les récidives sont fréquentes. Le coût du traitement, surtout avec les nouveaux moyens qui sont coûteux. Les machines de la LEC sont coûteuses. Le matériel d'endourologie, il est coûteux et très fragile. La prise en charge est pluridisciplinaire. Ce n'est pas juste l'urologue. Il faut impliquer le néphrologue, les diététiciens. Donc, des nouvelles études de recherche pour mieux comprendre cette pathologie sont nécessaires et c'est votre rôle. Et merci. C'est bon?